Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Entretien avec Lombardier à l'occasion des 10 ans de France Digital. Malheureusement, c'est du cas par cas, donc c'est compliqué peut-être pour toi de faire des grandes tendances, mais est-ce que les clients qui en discutent avec vous, ils vont vous demander de leur faire un panel de fonds de private equity, ou est-ce que de eux-mêmes, ils vont sur des plateformes, je pense par exemple à Moonfair, celle qui me vient, mais il y en a plein d'autres, ou je sais pas, investir dans du crowdfunding, ou est-ce qu'il y a finalement un peu de tout ? Oui, il y a un peu de tout. Et en fait, c'est assez intéressant parce que tu vois les trois scénarios que tu décris. Tu vois déjà un intérêt pour ces entrepreneurs qui ont souvent une connaissance assez spécialisée, assez sectorielle. Et tu vas voir que là, ils vont vouloir investir chez les copains, dans les boîtes qu'ils connaissent, etc. Par contre, tu vas aussi voir certains qui vont vouloir participer au private equity en utilisant des plateformes comme Moonfair qui ont permis de démocratiser cette asset class. Et finalement, tu as l'approche aussi par les risques dont parlait Samy, où là, des approches fonds de fonds qui te permettent d'avoir des allocations plus larges, géographiques, sectorielles, etc. Invité à couvrir l'événement à l'occasion des 10 ans de l'Association française des startups, j'ai eu la chance d'inviter Samy Char, qui est chef économiste chez Lombardier, et Édouard de Saint-Pierre, qui est directeur général de Lombardier en France. Nous échangeons sur les convictions du groupe, sur les tendances économiques actuelles et sur la stratégie d'allocation des clients. J'ai profité de la présence d'Édouard et de Samy pour parler de non-cotés et notamment de private equity et de l'émergence de nouvelles plateformes comme Moonfair. Vous verrez donc comment Lombardier se positionne sur ces sujets, notamment pour répondre aux demandes de ses clients. Enfin, circonstances oblige, nous parlons du positionnement de ce groupe bancaire suisse vis-à-vis de l'écosystème startup et en particulier de France Digital. Bonne écoute à tous. Bonjour Édouard, bonjour Samy. Bonjour. Salut Solène. Hyper contente de vous retrouver en petit comité. On est juste au milieu du France Digital Day pour enregistrer ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse peut-être vous présenter avant qu'on commence. Samy, tu sors de scène. Après toi. Samy Char, donc je suis chef économiste chez Lombardier. Mon rôle, c'est essentiellement de faire un diagnostic de l'économie mondiale, essayer de comprendre ce qui va pas. Et on amène nos hypothèses de travail en comité d'investissement pour décider un petit peu du risque qu'on met dans le portefeuille. Donc voilà, c'est un rôle où on fait de l'analyse économique vraiment dédiée à la prise de décision d'investissement. Et c'est ça qu'on fait toute la journée. Avec brio. Je ne sais pas, mais du mieux qu'on peut. Édouard ? Bonjour à tous, Édouard de Saint-Pierre, directeur général de Lombardier en France. Nouvellement arrivé, puisque ça fait 1 an et demi que j'ai le privilège de faire partie de cette équipe basée ici à Paris et partenaire de France Digital maintenant depuis 6 ans. Donc je me réjouis qu'on puisse en discuter ensemble. Super, alors moi j'ai un attachement très particulier pour le groupe Lombardier, comme vous le savez tous les deux, puisque j'ai travaillé quand même pendant 5 ou 6 ans je crois. Je vais quand même resituer. Lombardier, c'est donc un groupe bancaire suisse qui est indépendant, basé à Genève. C'est 310 milliards de francs suisses, tu me dis si je me trompe, d'assets under management. Et on va retrouver des divisions comme la banque privée, la gestion d'actifs et des services informatiques de middle back pour d'autres institutions financières. Ça, c'est Absolument. Une spécificité intéressante à mentionner. Alors, comme je vous le disais avant qu'on commence l'enregistrement, ça m'intéresserait d'aborder Lombardier sous un autre regard qui n'est pas forcément celui qu'on connaît du volet banque privée, sur les actifs non listés, non cotés. Alors, je vais commencer par toi, Samy. Tu es donc, disais, Chief Economist Officer. C'est correct la terminologie? Chief Economist. Et donc, tu es incorporé tu es membre du comité d'investissement. Donc, il y a des logiques il y a des réflexions qui se font au niveau de l'allocation des actifs pour les clients et les décisions d'investissement. Si on regarde donc avec une vision macro, actuellement chez Lombardier, du point de vue de l'allocation d'actifs purs, c'est quoi votre stratégie? Qu'est-ce que vous déclinez dans les portefeuilles des clients? Alors, aujourd'hui, si je prends vraiment l'identité du portefeuille au sens large, on est légèrement sous-pondéré risque. Et ça tient évidemment du fait qu'on a une vision quand même assez conservatrice de ce qui est en train de se passer. On a effectivement 2 ou 3 vents contraires très importants.
le resserrement monétaire aux États-Unis, le choc énergétique en Europe et quand même un stress au niveau du secteur de la propriété en Chine. Ouais. Tout ça fait beaucoup, ça veut dire que les perspectives économiques sont quand même un petit peu en dedans. Et dans un contexte comme celui-là, on veut être un peu prudent dans notre allocation. Donc ça veut dire qu'on est quand même toujours investi et exposé. On essaie toujours de voir quels peuvent être les gagnants ou les perdants dans un contexte comme ça. Mais quand même, globalement, c'est un moment où on pense qu'on reste un petit peu dans la difficulté. Pour les acteurs économiques, c'est pas le moment où ça va être le plus facile pour eux de prospérer. Et on a besoin de gagner un petit peu en visibilité sur ces 3 stress que j'ai mentionnés. On a besoin de voir une réserve fédérale américaine moins agressive. On a besoin de voir la crise énergétique européenne s'améliorer. Et on a besoin de voir aussi les autorités chinoises prendre un peu à bras-le-corps cette problématique du secteur de la propriété et leur stratégie zéro Covid, qui est quand même une grosse contrainte sur les perspectives économiques. Donc pour l'instant, les perspectives économiques et financières restent, je trouve, un peu difficiles, ce qui fait qu'on a un niveau de risque dans les portefeuilles qui reflète ça et qui est quand même assez sous-pondéré. Alors, quand tu parles du niveau de risque sur les portefeuilles, tu considères les classes d'actifs d'actifs cotés. Est-ce que vous considérez chez Lombard-Odier aussi les actifs non cotés comme le private equity, real estate, infrastructure, crypto, etc. Oui, bien sûr. La manière dont on mesure le risque, alors je vais faire mon statisticien, mais on utilise une CEVAR dynamique. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se dire, si tout va mal, combien est-ce que le portefeuille peut perdre. C'est une espèce de stress test permanent du portefeuille. Combien est à risque. Et il y a des moments où on est prêt à prendre un peu plus de risques, des moments où on veut prendre un peu moins de risques. Mais aujourd'hui, que ce soit sur le private equity, les actions, le crédit, on sait si les choses vont mal, combien on perdra sur ces classes d'actifs. Et donc, on veut quand même contenir la perte potentielle. Et c'est pour ça que donc ce qu'on appelle cette perte potentielle, ça s'appelle c'est l'expected shortfall. L'expected shortfall, exactement. Et on veut limiter un petit peu cet expected shortfall, vu les vents contraires que j'ai évoqués tout à l'heure. D'accord. Est-ce que vous voyez, alors ça c'est peut-être une question pour toi, Édouard, parce que tu es beaucoup plus en contact avec la clientèle privée. Est-ce que vous voyez un intérêt croissant des clients pour les actifs non cotés ? Absolument. Et je crois que c'est peu de le dire. Et tu vois, c'est pour faire le parallèle avec notre présence ici à France Digital aujourd'hui, tu vois aussi un dynamisme de cet écosystème et un tissu aujourd'hui entrepreneurial français qui est extrêmement vivant, et il se passe beaucoup de choses. Alors, on a entendu évidemment, et Samy est là pour nous le rappeler, il y a des complexités au niveau macroéconomique, mais quand je suis ici aujourd'hui assis à ta table, je vois tout cet entrepreneuriat qui est vraiment extrêmement vibrant. Donc du coup, ce que je trouve intéressant pour faire le lien avec le côté private equity, on voit que nos clients, d'ailleurs agnostiques de leur profil, on voit qu'ils ont vraiment cette envie de pénétrer et de participer à cet écosystème-là. Et donc, dans l'économie réelle. Exactement. Et dans l'investissement direct. Et donc c'est pour ça qu'on voit cet attrait de ces classes d'actifs qui sont le non-coté. Et comment est-ce que, alors malheureusement c'est du cas par cas, donc c'est compliqué peut-être pour toi de faire des grandes tendances, mais est-ce que les clients qui en discutent avec vous, ils vont vous demander de leur faire un panel de fonds de private equity, ou est-ce que eux-mêmes ils vont sur des plateformes, je pense par exemple à Moonfair, celle qui me vient, mais il y en a plein d'autres, ou je sais pas, investir dans du crowdfunding, ou est-ce qu'il y a finalement un peu de tout ? Oui, il y a un peu de tout. Et en fait, c'est assez intéressant parce que tu vois les 3 scénarios que tu décris, tu vois déjà un intérêt pour ces entrepreneurs qui ont souvent une connaissance assez spécialisée, assez sectorielle, et tu vas voir que là, ils vont vouloir investir chez les copains, dans les boîtes qu'ils connaissent, etc. Par contre, tu vas aussi voir certains qui vont vouloir participer au private equity en utilisant des plateformes comme Moonfair qui ont permis de démocratiser cette asset class. Et finalement, tu as l'approche aussi par les risques dont parlait Samy, où là, des approches fonds de fonds qui te permettent d'avoir des allocations plus larges, géographiques, sectorielles, etc. Et là, nous, on a cette spécialisation, et c'est là où on vient insister assez lourdement. Et est-ce que tu constates, suivant les catégories de clients, alors tu parlais des entrepreneurs, ça c'est évident qu'un entrepreneur qui fait un cash-out et qui a envie d'investir, souvent il va remettre dans l'économie réelle. Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour ces investissements dans l'économie réelle de familles ou de cadres qui ont fait fortune, de personnes, je dirais plus des personnes traditionnelles? Ouais.
Ouais. C'est assez intéressant parce qu'en fait, tu vois une pollinisation du sujet. Là où ça pouvait peut-être intéresser justement l'entrepreneur de la tech qui venait réinvestir dans les boîtes de son écosystème, aujourd'hui tu vois une démocratisation de cette asset class et tu vois des besoins de gens qui ont fait fortune, qui ont vendu leurs entreprises et qui aujourd'hui se réintéressent à cette asset class parce qu'ils sont beaucoup plus en prise directe. Et ça, c'est très important et de nouveau assez agnostique de la typologie de client, si tu veux. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant parce que tu vois en effet que dans les études qui sortent en termes d'allocation d'actifs, la proportion sur les investissements alternatifs est bien plus large maintenant qu'il y a 10-15 ans. Ouais. Samy, en termes de... Alors, il y a eu en effet beaucoup de new money dans le non-coté ces dernières années. Il y a énormément de dry powder. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact aussi sur les valos des actifs sous-jacents dans les fonds, par exemple ? Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même, et la thématique principale des marchés financiers aujourd'hui, c'est une réévaluation du risque des taux d'intérêt. Ouais. L'argent devient plus cher, et donc naturellement, quand ça se produit, il y a une ségrégation qui va se faire entre les entrepreneurs qui ont les épaules, qui ont un bon business model, qui peuvent éventuellement devenir profitables à terme, et ceux qui sont un tout petit peu plus fragiles. Ouais. Il va y avoir moins d'appétit, évidemment, pour prendre ce risque-là. Donc, c'est vraiment la première chose que fait le renchérissement du coût du capital, c'est ségréguer un petit peu les acteurs entre eux. Et donc aujourd'hui, nous, notre rôle, évidemment, c'est d'essayer d'être le plus proche possible de ceux qui ont, on va dire, le plus de robustesse dans leurs fondamentaux, et on essaye de faire ça. Donc là, il y a vraiment, pour moi, une partie active qui est très importante, dans laquelle on doit vraiment mettre des moyens, avoir des analystes pour essayer de trouver ceux qui ont les épaules, ceux qui ont les bons fondamentaux par rapport aux autres. Et si on regarde les différentes catégories de classes d'actifs, sous-classes d'actifs que j'ai mentionnées tout à l'heure, est-ce qu'il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres pour rentrer maintenant ? Je sais pas, alors je parlais du PI, il y a tellement de typologies, on va peut-être pas les énumérer toutes, mais est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans des fonds de real estate, des fonds de dette privée, est-ce qu'il y en a où vous avez vraiment une conviction forte en vous disant là c'est le moment, faut y aller. Et d'ailleurs vous investissez massivement vos clients dans ces fonds-là. Il y a deux aspects à la question. Bon, la première, pour ceux qui ont un cash event et qui sont éventuellement long cash, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché peut commencer à leur paraître être une espèce de grand supermarché. Ouais. Il y a beaucoup d'actifs des côtés qui peuvent leur permettre de construire un portefeuille, d'ailleurs liquide ou moins liquide, assez facilement. Et évidemment, comme on ne construit jamais un portefeuille en une fois, mais en séquence, il faut faire plusieurs achats sur un horizon temps qui est donné. Et donc, évidemment, il y a un moment où il faut y aller. Il faut faire le premier pas. On n'arrivera jamais à attraper complètement le marché à son point le plus attractif. Donc, il faut quand même y aller pas par pas. Et en moyenne, quand on commence dans ces marchés-là, c'est toujours mieux. En revanche, je dirais que là, on y va aussi avec parcimonie, et pas tout d'un coup. C'est qu'on a encore cette très, très grosse pression de l'autorité monétaire américaine qui explique à tout le monde c'est pas maintenant que je vais relâcher la pression. Ouais. Et c'est vrai qu'on aimerait et on réinvestirait avec un peu plus d'appétit le jour où, quelque part, ce risque-là se dissipe un peu. Ouais. On sent que le combat contre l'inflation commence à être gagné. Encore une fois, on n'a pas besoin que tout soit vert pour y aller. Mais là, pour le coup, on a quand même quelqu'un en face de nous qui nous dit pas tout de suite. Donc, on va les écouter. Hold on. Voilà, hold on, not now, not yet. Et à un moment, ce signal, il va venir. Ils vont lancer une petite phrase comme quoi, ça y est, on est un peu plus à l'aise avec les perspectives d'inflation. On n'a peut-être pas besoin d'aller encore plus haut, etc. Et là, vraiment, on pourra dire qu'en termes de directionnalité, ce sera plus intéressant. Celui qui rentre maintenant, il aura raison. Mais il n'aura pas raison tout de suite. Ouais. Tout à fait. Alors on parlait, il y a différents sous-jacents qui te permettent de rentrer sur ces marchés non cotés. Il y a différentes plateformes. Comment est-ce que vous fonctionnez chez Lombardier ? Quel type de sous-jacent vous proposez à vos clients ? Et par rapport, justement, on en parlait tout à l'heure, des plateformes qui te donnent accès quasi comme un retail client à ces actifs-là. Est-ce que vous collaborez avec eux ? Quelle est votre posture vis-à-vis de ce type de solution ? Édouard, tu veux ? Oui, non, alors peut-être pour prendre la question à l'envers, on a une approche aujourd'hui assez, j'ai envie de dire,
basé notamment aussi sur l'exposition et sur les risques. Donc aujourd'hui, pour nous, on est très concentré justement sur cette approche du private equity qui veut justement venir chercher une diversification et de l'accès à des acteurs qui peuvent être soit fermés ou difficiles d'accès. Donc c'est vraiment notre stratégie dans ce contexte-là. Donc des fonds comme Carlyle. Exactement, pour aller chercher notamment des expositions qu'on ne peut pas forcément avoir à travers ce genre de plateforme. Mais de nouveau, pour nous, c'est des indicateurs qui sont assez intéressants parce que ça montre aussi un intérêt croissant par rapport à ces classes d'actifs. Et puis après, pour nous, ça va être de chercher aussi le biais thématique par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit évidemment au private equity dans un contexte de durabilité, à impact. Évidemment, c'est des sujets qui nous concernent tous en ce moment. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, on réfléchit aussi à ces biais-là. Peut-être juste pour rajouter un élément, tu l'as dit en introduction, on est une institution indépendante. Quand on fait de la gestion de fortune, il faut avoir le minimum de contraintes. Et aujourd'hui, quand on construit un portefeuille, on s'impose très peu de contraintes. Il y a des contraintes naturelles dans l'univers non listé, mais si on doit faire des ETF, si on doit faire des lignes directes, si on doit faire des fonds, lorsque je pense aux actifs plus traditionnels, on le fait, on n'a pas ces limites-là. Ça, c'est très important pour nous dans la gestion, de se dire, mais comment est-ce qu'on peut être le plus efficient pour exprimer nos idées ? Et c'est vrai que de par l'identité de la maison, il y a quand même un côté qui est attaché aux entrepreneurs et un côté qui est aussi attaché dans le fait de aussi avoir des convictions assez marquées. Mais en revanche, on ne s'empêchera pas, en tout cas dans le listé par exemple, de faire des ETF si on pense que c'est la bonne solution d'exprimer une vue. Et par rapport aux plateformes que je citais tout à l'heure, est-ce que vous collaborez avec ce type de plateforme ou pas ? À ce stade aujourd'hui, non. D'accord. Non, mais vous restez après, bien sûr, on surveille toutes les tendances. Ok. Alors, tu parlais des ETF. J'ai envie de te parler des ETP en crypto. Parce qu'on ne parle pas vraiment d'ETF crypto. Est-ce que vous avez des sollicitations ? J'imagine que oui. Et on a déjà échangé avec Edouard dans le passé sur ce sujet-là. Je pense que ce serait intéressant d'avoir votre vision, que vous partagez avec nous la vision que le groupe a sur cette nouvelle classe d'actifs et les sollicitations que vous avez de vos clients et comment vous y répondez concrètement. Tu veux que je commence ? Oui, commence peut-être sur le cadre. Alors, la première chose, c'est il y a toujours un effet momentum. Ouais. On a quand même moins de sollicitations maintenant que le marché a beaucoup corrigé. Ce qui est peut-être dommage d'ailleurs, parce que le marché a peut-être plus de potentiel maintenant. Donc, il y a souvent ces questions-là qui viennent et on est ravis d'y répondre. En revanche, je me permets de faire un parallèle avec le monde de l'art, par exemple, qui suscite toujours énormément d'intérêt et de passion, mais aussi du point de vue investissement. On n'est pas capable de tout faire et on n'est pas capable d'avoir l'expertise dans tout. Aujourd'hui, l'art peut être un investissement très important. Est-ce que nous avons des spécialistes d'art dans la maison ? C'est un marché de connaisseurs. Probablement les crypto-assets l'est également. Donc, on va chercher à avoir des partenariats externes, à connaître des gens, à pouvoir avoir accès à ce monde-là pour nos clients. Est-ce que c'est pour autant une expertise interne, de la même manière qu'on a cette expertise sur le private equity, sur le private credit, sur les actions, sur le crédit ? A priori, non. Ouais. Et c'est intéressant parce que si tu balances ça aussi un petit peu avec la demande des clients, aujourd'hui, et Samy a évidemment raison, aujourd'hui l'attrait suite aux corrections qu'on a vues est peut-être un peu moindre. Par contre, on voit beaucoup de fortines qui sont issues du monde de la crypto. Donc en fait, tu sors de dynamique de custody de crypto parce que finalement, il y a 3 échelons. Il y a avoir des stratégies d'investissement basées sur la crypto, il y a la capacité de faire du custody, et puis finalement, il y a la capacité aussi de traiter des assets qui viennent de la vente du patrimoine qui vient de la vente de crypto, qui sont 3 problématiques différentes avec des conséquences et des implications pour nous différentes. Dans le premier scénario, c'est-à-dire custodier des assets qui viennent de la vente de crypto, c'est les dimensions de KYC. Tu connais ces problématiques-là ? Un petit peu. Et puis après, custody, on voit qu'il y a d'autres acteurs qui le font très bien. Et troisièmement, sur la dimension aussi d'investissement pur, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas internalisé cette expertise-là, mais quelque part, on ne nous l'a pas vraiment, en tout cas, moi je te le dis depuis les tranchées, on n'a pas encore vu cette demande-là. Ouais. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour votre clarté et votre transparence. Alors, on est au France Digital Day. Ça fait déjà plusieurs années que je vois que Lombard-Odier est sponsor, membre. Je ne sais pas quelle est la terminologie. Les deux. Formidable.
quelle est la nature des relations qu'une banque comme Lombardier, qui existe depuis 200 ans, a? Alors, on comprend bien sûr que c'est un écosystème que vous connaissez comme client, en fait. Les membres de cet écosystème, certains membres ont la chance d'être clients chez vous. Mais qu'est-ce que vous essayez de développer avec France Digital ? Ouais. Et tu as raison, en fait, la question est beaucoup plus large que ça, dans le sens où tu le dis, 225 ans d'existence, si on est toujours là et qu'on a réussi à survivre à plus de 40 crises, ça veut quand même dire qu'on a su s'adapter. Et en fait, dans cette dimension-là, le fait de se confronter à un écosystème comme celui de France Digital, pour nous, est extrêmement nourrissant. Pourquoi ? Parce que évidemment, ça permet de sourcer des clients, mais probablement de façon même plus importante, ça nous permet d'être au contact de cet écosystème, d'identifier les besoins, d'en identifier les codes, et aussi pour nous d'évoluer au sein de cet écosystème pour faire évoluer notre façon de travailler. Ouais. Et ça, je trouve extrêmement enrichissant, passionnant, et c'est vraiment la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et tu as raison, ça peut paraître un petit peu antagoniste quand tu te dis vieille dame de 225 ans et dans cet écosystème vibrant tech digital de l'entrepreneuriat français. Mais de nouveau, c'est cet échange qui est très très important. Et puis, tu le disais en introduction, on a une fibre un peu technologique, puisqu'il y a 20 ans de cela, on a pris une décision assez courageuse qui était celle de créer notre propre core banking system qu'on a mis à disposition d'autres institutions financières aussi. Et donc aujourd'hui, chez Lombardier, tu as un employé sur 4 qui travaille dans la technologie. G2. Donc, G2. Donc ça fait partie du... Alors c'est un sujet en tant que tel, on pourrait beaucoup en parler. Oui, tout à fait. Ouais. C'est aussi assez intéressant de voir, tu vois, quand tu demandes comment est-ce qu'on arrive à évoluer, et ben c'est à travers des projets assez spécifiques comme celui-là qu'on arrive aussi à envisager de quoi sera fait le futur. Alors une dernière question que j'ai envie de vous poser, parce que j'avais eu la chance d'intégrer un groupe de travail avec Capgemini qui a émis un rapport qui s'appelle le World Wealth Report, où on avait échangé sur toute la manière dont la transformation de l'industrie du wealth management s'opérait. Il y avait un élément qui était assez marquant, c'était la ségrégation par typologie de clients. Donc avec des développements de verticales de clients nouvelles, les Gen Z, les LGBT, etc. Vous avez forcément, par capillarité, ce même genre de tendance, j'imagine. Hein. Ouais. Vous me dites si je me trompe. Non, mais c'est au sein de votre clientèle. Alors comment, en interne, vous arrivez à former les équipes pour comprendre, ou alors recruter, pour comprendre les besoins de ces populations qui apparaissent finalement, qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans en banque privée? Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant, et tu as raison, il y a plusieurs niveaux à la question. Je crois que le premier niveau, ça va être d'avoir au sein des équipes une diversité qui va représenter la diversité de nos clients. Et donc quand tu parlais de recrutement, en fait, tu as absolument raison. Et c'est extrêmement important pour nous de trouver des gens qui peuvent s'intégrer dans notre culture d'entreprise qui est en fait relativement forte, mais qui doit venir représenter justement cet écosystème-là et qui puisse, et on le voit, tu parlais de cette étude-là, on en a fait aussi sur les Next Gen, c'est de voir aussi, on est une industrie qui demande à être disruptée dans les canaux de communication, dans la façon dont on interagit, dans la transparence, dans le rapport beaucoup plus direct. Donc on est une industrie qui appelle à être très disruptée à ce niveau-là. Et finalement, la verticale, c'est une logique en règle générale assez grande banque. On a la chance d'être une moyenne entreprise dans le sens où on arrive à être suffisamment grand pour avoir les services de gens exceptionnels comme Samy. 2600 employés quand même. Hein. Attends, 2600 employés, hein, c'est pas tout petit. Exactement. Mais ça nous permet d'avoir des gens comme du calibre de Samy, évidemment, qui font partie de cette maison. Mais aussi, ça permet une très grande fluidité. Et dans ce contexte-là, on essaye de ne pas segmenter parce qu'en fait, comme on a pu l'évoquer juste avant, c'est assez intéressant parce que les thématiques d'impact, d'investissement direct, etc., en fait, c'est pas l'apanage d'une catégorie de clients. Ouais. On a les mêmes conversations aujourd'hui avec un jeune entrepreneur issu de la tech qui a vendu son entreprise à 32 ans qu'un patron de famille à la retraite qui est en train de transmettre l'entreprise. C'est heureusement d'ailleurs. Intéressant. Donc, non mais tu as raison, absolument. Donc il y a cette pollinisation et ça c'est aussi assez important et c'est pour ça qu'on ne pense pas avoir le besoin aujourd'hui de se structurer de la sorte. Parfait. Écoutez, merci, c'était super intéressant. J'aurais bien aimé poursuivre les discussions, mais comme je vais publier 2 épisodes en même temps, je vais rester sur un temps rigoureux. Merci à toi, Samy. Merci à toi, Edouard. Et plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Un grand merci.
Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!